Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première rencontre qui vise justement à ouvrir notre fil rouge dédié à l'intelligence artificielle et à l'éducation au sens large. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Philippe Mérieux à ma gauche, que vous voyez à l'écran, et qui échangera avec Nicolas Léger, enseignant de philosophie, de lettres et de SMT au lycée français Victor Hugo de Florence. Alors, vous le voyez, c'est une modalité webinaire. Il n'empêche que vous pouvez tout à fait investir le chat, l'espace des questions-réponses, et nous ménagerons d'ici 40-45 minutes un moment pour que vous puissiez intervenir, poser directement vos questions. Nicolas? Oui, bonsoir. Bonsoir Philippe Mérieux, bonsoir Véronique et Marie. Je remercie également tous les participants qui sont nombreux. Alors, c'est pour vous dire déjà que c'est un plaisir d'accueillir Philippe Mérieux et d'ouvrir ce cycle de conférences, le fil rouge IA. Tout d'abord, peut-être présenter succinctement le but de ce fil rouge. Effectivement, la mission laïque française, cette année, a choisi de s'intéresser plus particulièrement à la question de l'IA et de l'aborder peut-être sous un angle qu'on pourrait qualifier d'un pragmatisme éclairé, une notion qu'on pourra interroger ce soir. Mais l'IA a surgi dans nos vies d'enseignants, dans nos vies de citoyens, à tous les niveaux de la société. Elle pose beaucoup de questions, elle a suscité, comme toute nouvelle technologie, des craintes, des enthousiasmes. Et justement, ce soir, on a le plaisir d'avoir Philippe Mérieux avec nous, professeur émérite à l'Université Lumière à Lyon 2, auteur, essayiste très très connu. Et avec lui, on aimerait bien ce soir ouvrir les questions avant de donner des réponses, parce que peut-être que le temps des réponses n'est pas encore venu, mais celui des questions, assurément, s'ouvre à nous. On peut également faire le choix, et je pense que c'est celui que nous avons fait collectivement, de s'enthousiasmer pour les questions qui se posent à nous. C'est-à-dire qu'on peut aussi vivre ce moment de crise ou ce moment d'interrogation aussi comme un moment qui peut être enthousiasmant, c'est-à-dire sur la réinterrogation du rôle de l'enseignant, la réinterrogation du rôle de l'élève et de l'école en général. Alors, sans dissiper les craintes et sans esquiver justement les obstacles qui se posent à nous, nous allons ouvrir aujourd'hui avec Philippe Mérieux nos questions. Et succinctement, je voudrais préciser qu'il y a 5 autres conférences qui suivront cette ouverture avec Philippe Mérieux, qui laisseront la parole à des enseignants, à des praticiens, à des enseignants qui ont utilisé, qui ont essayé, qui ont réfléchi, qui ont pensé, euh, et qui peuvent nous apporter, je pense, des connaissances techniques, des pratiques qui nous permettront à chacun aussi de nous faire une idée. Et j'insiste aussi sur ce point à tous les niveaux de l'école, c'est-à-dire du premier degré, de la maternelle jusqu'au lycée, puisque les enjeux, nous le verrons, sont très différents selon l'âge des enfants, selon les enseignements, puis aussi selon les disciplines. Alors, Philippe Mérieux, merci d'être venu. Bonjour et bienvenue. Alors, je vais peut-être commencer Bonjour. par vous poser une question assez large. Selon vous, quelle grande question pose l'arrivée de l'IA pour l'école? C'est-à-dire que pour les enseignants sur le terrain, si je puis dire, souvent l'IA, c'est synonyme de ChatGPT, de l'agent conversationnel, qui a tout de suite suscité une crainte, double crainte, celle de la fraude de l'élève, qui pourrait, comme à l'époque d'Internet, avant il faisait copier-coller, maintenant il pourrait générer un texte singulier, ou même au niveau du poste, de la posture, de la position de l'enseignant, d'être remplacé. C'est peut-être une question que souvent les enseignants se posent. Alors, selon vous, quelle est la question que nous pose à nous tous, pédagogues, l'IA et son arrivée, son émergence à l'école? Merci infiniment de m'accueillir. Bonjour à toutes et toutes. Heureux d'être avec vous pour ce temps de réflexion qui, comme cela a été dit, ne sera pas un temps de réponse toute faite, mais un temps de problématisation autour de cette question de l'intelligence artificielle. Alors, vous dire d'abord que moi, je suis un peu un béotien dans ce domaine. Je m'y suis beaucoup intéressé, en grande partie grâce à des collègues enseignants qui, comme Marie Soulier, m'ont ouvert leur classe, grâce à des collègues qui m'ont fait part de leur expérience. Je m'y suis intéressé également parce que j'ai été un des premiers utilisateurs, mais nous avons été très nombreux dans ce domaine-là. Mais je ne suis pas le mieux placé peut-être pour vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de la machine, de la boîte noire.
pense que vous aurez peut-être des explications à nous donner au cours de cette soirée ou au cours des prochaines vidéoconférences que vous organiserez. Alors, vous l'avez dit, d'abord, dire pour rassurer un peu qu'à bien des égards, les robots conversationnels, l'intelligence générative, ChatGPT, mais aussi les autres robots de ce type qui existent, peuvent être considérés comme un prolongement de quelque chose qui est très ancien, depuis Sapiens Sapiens, qui est l'externalisation de la mémoire. Voilà. Les humains ont eu besoin depuis longtemps d'externaliser la mémoire, leur mémoire, parce que leur impôt cognitif n'est pas suffisant et qu'on ne va pas garder dans sa tête la totalité de ce qu'on veut retenir. Alors, externaliser la mémoire, ça se passe à travers les premiers tâtonnements de l'écriture. Vous savez que les premiers écrits sont des listes. Les premiers écrits sont des outils de comptabilité parce qu'on ne pouvait pas tout garder en tête. Ensuite, eh bien, il y a eu le parchemin, ensuite le livre, les bibliothèques qui sont une grande externalisation de la mémoire, puis le cinéma, d'autres médias, Internet, bien sûr. Et aujourd'hui, ChatGPT. La mémoire de ChatGPT est considérable. Je crois que la base de données de ChatGPT, c'est presque 200 000 fois la Bible. C'est considérable et en même temps, c'est pas aussi considérable qu'on pourrait l'imaginer, mais c'est considérable et cela s'enrichit au fur et à mesure à partir des interrogations de ceux et celles qui le consultent. Alors donc, ne nous affolons peut-être pas trop vite. Les humains ont toujours cherché à garder en mémoire une série de choses qu'ils ne peuvent pas garder dans leur tête pour pouvoir puiser dans cette mémoire de quoi nourrir leur intelligence, leur réflexion et leurs décisions. Si c'est ça l'intelligence artificielle, c'est un progrès qui peut être considéré comme salutaire. Alors en même temps, il y a des ruptures avec cette intelligence artificielle. La première rupture, c'est introduite par le numérique, c'est la rupture entre l'information et le support. Dans le livre, l'information est sur le support. Et quand j'ai le support, j'ai l'information. Avec le numérique, l'information n'est pas sur le support. L'information est quelque part. Elle est dans un gigantesque nuage, dans un gigantesque serveur. En réalité, le mot nuage est un de ces mots qui nous trompent, qui nous font imaginer que l'intelligence artificielle est en quelque sorte virtuelle, que c'est de l'air. Non, non, c'est des serveurs matériels et concrets qui consomment beaucoup d'énergie, qu'il faut refroidir, avec des gens qui travaillent et qui alimentent tout ça. Donc, cette information, cette masse d'informations, elle est à l'intérieur d'un gigantesque serveur. Et nous avons le support. Le support, c'est notre écran, notre ordinateur que nous interrogeons. Alors ça, c'est la première rupture. La deuxième rupture, elle est quantitative, évidemment. C'est la rapidité avec laquelle ces robots conversationnels nous répondent. Ils sont outillés grâce à un système qu'on appelle d'occurrence statistique, c'est-à-dire qu'on calcule, en fait c'est un calculateur de mots, le robot conversationnel, qui démultiplie à l'infini ce qui se passe quand nous écrivons un texto sur notre téléphone. Si vous écrivez un texto sur votre téléphone, il anticipe à partir de vos précédents usages ce que vous allez dire après et il vous propose des mots. Eh bien, ce système est démultiplié à l'infini. Et quand vous interrogez ChatGPT ou un autre robot conversationnel, eh bien, il va statistiquement vous proposer ce qui est la moyenne. Le terme de moyenne est malvenu, mais on va le considérer pour le moment comme acceptable, la moyenne de ce qui figure dans la base de données. Alors, le plus fantastique, bien sûr, c'est quand on travaille avec des élèves, c'est la rapidité extraordinaire avec laquelle ce texte nous arrive. Rapidité extraordinaire. Et pour moi, c'est le premier objet d'interrogation. L'intelligence artificielle tue le temps. Elle est dans l'immédiateté, elle cultive l'immédiateté, elle nous donne le sentiment que les choses nous arrivent tout de suite, comme ça, et qu'on n'a pas besoin de les construire. Donc, elles peuvent laisser entendre qu'en réalité, le savoir humain est un donné composé de choses éternelles et immuables qui ne sont pas construites et qui arrivent immédiatement. Première difficulté. Deuxième difficulté, je pense que tous ceux qui ont essayé l'intelligence artificielle l'ont repéré, le robot à la fois se fait passer pour une personne et explique toujours qu'il n'en est pas une. Il se fait passer pour une personne, c'est-à-dire qu'il parle avec vous comme s'il était une personne, et cela produit des effets. Vous savez, il y a une célèbre recherche aux États-Unis
sur ce qu'on appelle l'effet ELISA, hein, qui montre que plus le robot se fait passer pour une personne, plus vous lui faites confiance, et plus vous entretenez avec lui des relations de confiance, et plus vous crédibilisez sa parole. Donc il se fait passer pour une personne, et en même temps, bien sûr, il n'est pas une personne. Il vous le dit d'ailleurs. Quand vous lui posez des questions un tout petit peu techniques ou complexes, il vous dit mais là je peux pas. Et quand vous lui posez des questions sur des valeurs en particulier, il renacle très fortement en disant que ça n'est pas de sa compétence. Mais néanmoins, il y a cette ambiguïté, et je pense qu'un des premiers enjeux, c'est refuser d'anthropomorphiser cette intelligence artificielle. Accepter que c'est une machine, qu'elle est régie par des règles, qu'il y a des algorithmes, que c'est très complexe, qu'elle se nourrit elle-même des données qu'on lui donne, mais ça reste une machine. C'est pas parce qu'elle se fait passer pour une personne qu'elle est une personne. La deuxième chose, la troisième chose plus exactement qui me frappe avec cela, et c'est peut-être là la réponse la plus directe à votre question, c'est que dans un cadre scolaire en particulier, et je vais reprendre là une expression que j'avais utilisée il y a 1 an et demi, 2 ans, au moment de l'émergence de ChatGPT, j'ai le sentiment que le danger majeur, c'est elle risque de combler le désir de savoir, mais de tuer le désir d'apprendre. Alors combler le désir de savoir parce que en quelques secondes, elle vous donne quelque chose qui est apparemment cohérent, intelligent, construit et qui repose sur des données à peu près fiables. Mais vous savez, après, faut-il encore que vous vous avanciez, que vous cherchiez? Faut-il ne pas s'en tenir à cela? Et là, il y a quelque chose de très fort, moi je crois que, et qui interroge l'avenir de l'enseignement, qui interroge le rôle du professeur. Est-ce que le rôle du professeur consiste à combler le désir de savoir? Si c'est le cas, je pense qu'il sera battu par l'intelligence artificielle. Est-ce que le rôle du professeur, c'est de susciter le désir d'apprendre, c'est-à-dire de créer de l'interrogation, du questionnement, d'aller toujours plus loin dans la recherche de la vérité, sans s'arrêter jamais à une vérité définitive? Alors là, je crois que le professeur redevient, ou il devient, ou il est, ou il reste, une personne fondamentale dans l'accompagnement de l'intelligence. Donc oui, une machine qui peut être utile, on peut l'utiliser, on en reparlera, vous en reparlerez lors des prochains webinaires, mais une machine qu'il faut laisser à sa place, une machine qui, à mon avis, ne peut pas remplacer un enseignant, ne peut pas remplacer ce personnage qu'est le professeur ou la professeure, ce personnage qui est en lui-même, de par sa parole, un appel au partage des savoirs, au partage collectif des savoirs, et surtout un appel à l'approfondissement de ces savoirs, à l'enquête, à la recherche, à l'investigation, qui ne s'en tient jamais à la certitude. Pour moi, mais pour vous aussi, je pense, comme professeur de philosophie, il y a quelque chose de vraiment mortifère dans notre époque, c'est qu'on se tue à coups de certitude. Eh bien, je pense qu'il faut éviter de faire de ces robots conversationnels des outils qui nous renforceraient dans nos certitudes. Il faut les utiliser pour susciter toujours plus de questionnements, d'interrogations. Et il faut même que la personne, à la fois du professeur et de l'élève, se retrouve valorisée, qu'elle se retrouve encore plus face à la fois à ses responsabilités et sa spécificité d'une certaine manière, face à des outils qui nous fournissent du kilomètre de texte, qui n'est pas ni du savoir, ni de la connaissance, ni a fortiori de l'intelligence, mais on en reparlera. Ben justement, on va en parler tout de suite, puisque si je prolonge votre propos, bon, il y a déjà beaucoup de choses qui vont émerger, puisqu'il y a déjà l'enjeu de l'imaginaire. Vous avez déjà évoqué la question des imaginaires, des représentations. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai entendu beaucoup de professeurs du premier degré sur l'IA expliquer qu'il fallait limiter l'usage de l'IA, voire le proscrire pour les petits, puisqu'il s'agissait d'abord d'apprendre l'empathie. Pour prolonger la question de l'empathie, par exemple, on peut se dire que la force de l'enseignant, de l'humain, c'est justement c'est ce visage, cette présence, ce corps, ce dialogue. C'est aussi une manière de maintenir l'empathie, ce qu'on appellerait un dialogue à proprement parler, pas une simulation de dialogue. Parce que si je reprends ce que vous me dites, hein, c'est que le robot est un simulateur, donne l'impression. Et toujours en avance, c'est que
ce qui est intéressant, c'est que le paradoxe de ce moment que nous vivons, c'est que peut-être notre métier n'a jamais été aussi réinterrogé dans son essence. C'est-à-dire que vous avez évoqué la notion du désir d'apprendre. Finalement, voilà. C'est-à-dire, est-ce que en ce moment, ce n'est pas le moment où il faut s'interroger plus que jamais sur notre mission, le but de l'enseignant? Et pour prolonger votre propos, puisque la question de l'intelligence est là, c'est quel genre ou quel type, quelle forme d'intelligence se doit-on de développer auprès de nos élèves? Alors, pour utiliser un terme plus techniciste, on dirait la compétence, mais quelles compétences doit-on attendre de nos élèves? Doit-on susciter, faire germer chez nos élèves dans un monde où l'IA sera omniprésente, sera une sollicitation constante ou une béquille, une prothèse, comme vous l'avez dit auparavant, perpétuellement sollicitée par les adultes comme les enfants. C'est-à-dire, à votre avis, selon vous, voilà, quelles compétences humaines doit-on plus que jamais, nous enseignants, faire germer, faire fructifier chez nos élèves et cultiver chez nous? Oui, bien sûr. Alors, vous avez dit très justement que le rapport entre le professeur, la professeure et l'élève était un rapport où l'empathie jouait beaucoup. C'est un rapport où il y a de la corporéité, c'est un rapport où il y a de la parole. Et moi, je crois beaucoup à la voix. Je crois que la voix est quelque chose d'essentiel, le partage aussi. Je crois que c'est un rapport aussi à un collectif et pas simplement à un individu. Et que ça, c'est fondamental. Il ne faut pas oublier que ChatGPT s'adresse à des consommateurs. C'est un service qui est mis au service de consommateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, si vous interrogez les robots conversationnels, ils vous disent en permanence que leur avantage, c'est qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'ils sont des services qui répondent à des besoins ou à des demandes individuelles, alors que des élèves qui viennent en classe ne viennent pas recevoir un service, ils viennent dans une institution où ils partagent un savoir. Ils viennent dans une institution à un moment donné, dans une temporalité donnée, ils arrivent ensemble, et le fait qu'ils viennent ensemble avec leurs différences, partager les mêmes savoirs, c'est le fondement de cette école, la différence des trajectoires et les mêmes savoirs partagés. Et relier les différentes trajectoires au même savoir, c'est évidemment fondamental et c'est ce que, pour le moment, les robots ne peuvent évidemment pas faire puisque cette présence-là n'est pas là. Je voudrais ajouter juste que le rapport personnel entre l'élève et le professeur, c'est un rapport médiatisé aussi, médiatisé par des connaissances qui se transforment en savoir, par des connaissances qui ont pour objectif de forger ce que vous appelez des compétences, même si on peut discuter sur l'utilisation de ce terme. Alors, qu'est-ce que nous devons privilégier face à l'intelligence artificielle? Moi, je dirais la pensée critique, bien sûr. La pensée critique qui se développe sur toute une série de domaines. La vigilance. Je pense que là-dessus, il faut évidemment que nous autres enseignants, nous interpellions les fabricants pour que tout ce qui sera dorénavant fabriqué par l'intelligence artificielle soit marqué comme tel. Il est inacceptable que des données issues de l'intelligence artificielle ou des textes issus de l'intelligence artificielle ne soient pas identifiés comme tels. Là, il faudra légiférer. Je crois que et les enseignants ont besoin de faire pression pour dire non, non, l'intelligence artificielle, il faut que tout ce qui est produit par ça soit très précisément identifié comme tel. Vigilance, curiosité, alors curiosité c'est tout bête, c'est tout simple. Hein. Curiosité d'abord, on va comparer par exemple un certain nombre d'intelligences artificielles, des robots conversationnels, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. La même question, elle peut être posée à plusieurs, puis on compare. Comparaison aussi, je lisais récemment qu'une intelligence artificielle qui interrogeait que l'on interrogeait sur les meilleurs restaurants à Tel Aviv, selon qu'on l'interrogeait en français, en anglais, en hébreu, en arabe, eh bien, ne vous donnez pas la même réponse. Vigilance sur le rapport entre la question et la réponse, parce que le robot va évidemment travailler sur cette question qu'on appelle prompt, mais moi je suis contre le fait
d'appeler ça par des mots particuliers. Redonnons au mot de question le sens de question, redonnons au mot de demande le sens de demande, et utilisons les mots de la langue française qui sont à notre disposition. Comparer, décortiquer aussi ces textes, décortiquer avec les élèves ces textes, on va trouver des choses intéressantes, on va s'apercevoir que le robot conversationnel, de par sa structure et son algorithme aujourd'hui, agrège ce qu'il convient de distinguer. C'est-à-dire il fait en permanence des listes, tout simplement parce qu'il va chercher dans sa base de données ce qui se rapproche. Or, à l'école, on va chercher ce qui se rapproche, mais pour le distinguer. Dès l'école primaire, la pensée, c'est distinguer, la gentillesse, c'est pas la politesse. Le robot, il vous mettra la gentillesse, virgule, la politesse, virgule, la générosité, virgule, il vous fait des listes. Nous apprenons à distinguer dans ces listes les choses. Alors, on peut demander au robot de distinguer, il le fera, mais spontanément, il ne va pas distinguer. Puis le robot, il est toujours dans une évacuation au fond de la question des valeurs. Une des choses les plus intéressantes que j'ai vécues, pas plus tard que la semaine dernière avec des collègues, c'est des collègues professeurs de lettres et de philosophie qui ont utilisé les robots conversationnels sur un certain nombre de dilemmes moraux. Alors, vous connaissez, je suppose que les collègues connaissent la question des dilemmes moraux, la tramanologie, comme on dit, puisque c'est le fameux dilemme du tram. Hein, on imagine qu'il y a, que vous êtes au bord d'une voie de tram, que sur cette voie de tram, il y a des personnes qui sont liées avec des cordes et que le tram va les écraser. Il y en a 5. Vous avez la possibilité de dévier le tram pour le faire aller sur la voie où il n'y a qu'une personne. Est-ce que vous avez le devoir ou non, ou le droit de sacrifier une personne pour en sauver 5, etc. Et dès qu'on pose des questions comme ça, l'élève va découvrir que le robot ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre, ou alors il va vous répondre en vous disant si vous êtes favorable à telle valeur. Autrement dit, il va vous répondre en vous renvoyant votre responsabilité. Parce qu'au fond, il va vous répondre je ne suis pas compétent et il ne peut pas l'être. Et heureusement qu'il ne l'est pas. Et là-dessus, il faut alerter à la fois les collègues et les élèves sur la question des valeurs. Le robot n'est pas compétent sur la question des valeurs. La question des valeurs, c'est son angle mort. Alors, parfois, il fait semblant de l'esquiver, cette question des valeurs. Parfois, il dit « je ne suis pas compétent ». Mais dans tous les cas, je pense qu'il est essentiel de garder à l'esprit que une moyenne statistique ne peut pas être regardée avec cette même ou doit être regardée plus exactement en étant en permanence interrogée sur au fond quelles sont les valeurs qui sont là derrière, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, et quelle est ma marge de liberté face à ça. Et justement, là, toujours pour prolonger votre propos, parce que vous mettez un éclairage sur une notion fondamentale, c'est celle de la valeur, et vous avez évoqué juste avant la question de la vigilance, puisqu'on se rend compte quand même très vite que la plupart, en tous les cas pour le moment, des IA offertes au grand public sont des produits techno-industriels qui sont tenus, bon, pour dire les GAFAM pour être très général, mais on va dire voilà, par des grandes puissances industrielles et économiques. Qu'également, il y a le risque d'écraser la singularité culturelle, puisque c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que le robot, ce mot de robot ou ce mot d'intelligence artificielle peut nous faire oublier qu'elle est programmée par des humains, avec une conception du monde, une représentation du monde. Et c'est là que se pose une autre question à nous, puisque vous parliez également de la législation, la nécessité de légiférer. On comprend quand même que l'IA pose un enjeu démocratique fondamental, c'est-à-dire que qui la programme, dans quelle finalité et qu'est-ce que ça induit comme biais. C'est ce qu'on appelle les biais, hein, les biais d'approche. Par exemple, la question du tram que vous évoquiez, effectivement, selon les cultures, selon les normes, selon les époques, les sociétés cette question du tram va obtenir différentes réponses. Selon les valeurs dont je suis voilà. porteur. Voilà, exactement. Donc, du coup, moi, c'est ça qui est aussi une question qui m'intéresse, puisque là, l'école, elle va avoir un rôle à jouer, comme vous l'avez dit, en termes de vigilance.
mais je pense aussi c'est la question de quel pouvoir peuvent avoir des enseignants, par exemple, qui seront acteurs, qui pourront créer eux-mêmes des IA. Alors, quelles sont les méfiances qu'on doit avoir démocratiquement? Ça sera ma première question sur ce point. Quels sont les enjeux démocratiques vraiment de l'IA? Et aussi, c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de, ça me permet de, c'est l'occasion de souligner, c'est aussi ce qu'on mettra en avant, c'est que parfois l'enseignant peut lui-même être créateur, acteur, participer à l'élaboration et à la conception de l'IA. Alors peut-être que vous avez des exemples, en l'occurrence, vous évoquiez des collègues qui utilisent de l'IA, et à quel point cette démarche-là a aussi une valeur en elle-même, c'est-à-dire être en mesure de participer à l'élaboration d'une IA. Voilà, donc la question de la vigilance sur la valeur démocratique, vraiment pour vous, quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'il faut, sur à quoi il faut veiller? Et l'autre point, la question Oui. du prof comme créateur. On a déjà évoqué rapidement cette vigilance. Il y a le législateur, mais je pense que le législateur, il faut le pousser un peu, et il faut en particulier que les professeurs, qui sont au premier rang et en première ligne sur la question de la transmission des savoirs, avec les éditeurs peut-être, parce qu'il y a la question des droits d'auteur qui est extrêmement importante derrière tout ça, la question de l'identification des auteurs aussi. Mais il faut que, en tout cas, les professeurs, les éditeurs, tous ceux qui sont au cœur de cette chaîne de production des savoirs, se mobilisent pour exiger des législateurs qu'il y ait une clarification des choses, se mobilisent aussi pour que les modèles économiques soient clairs. Je fais là très brièvement une petite parenthèse en rapport avec les réseaux sociaux. Moi, je travaille aussi pas mal sur l'usage des réseaux sociaux par les jeunes. Les réseaux sociaux, les jeunes nous disent c'est gratuit. Effectivement, TikTok, c'est gratuit. Mais il faut leur expliquer comment marche TikTok. Quand c'est gratuit, c'est eux le produit. Parce que, précisément, on va lui donner un certain nombre d'informations qui lui permettront de vous vendre de la publicité. Je crois qu'il faut décortiquer ces modèles économiques. Hein. Il faut les rendre lisibles au grand public, que les gens ne s'imaginent pas que ChatGPT ou les réseaux sociaux, c'est fait par des philanthropes qui veulent le bien de l'humanité. Hein. C'est fait par des commerçants qui ont un projet, une vision. Et ce sur quoi je me permets d'insister un tout petit peu, c'est des commerçants pour lesquels l'individu prime toujours sur le collectif. Et ça me paraît très important de le rappeler. L'individu prime sur le collectif. D'ailleurs, je me suis amusé sur plusieurs robots conversationnels à les interroger sur qu'est-ce que vous pouvez apporter aux enseignants, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux professeurs, en quoi vous pouvez aider le fonctionnement de la classe. Ils répondent toujours la même chose. Toujours la même chose. Vous verrez. Alors, c'est peut-être parce que c'est dominant dans la base de données, mais c'est aussi parce qu'ils sont faits pour répondre cela. Ils répondent toujours « je m'adapte aux besoins individuels ». Avec cette espèce de fantasmatique qu'on connaît depuis plusieurs années, même avant ChatGPT, qu'on a vu apparaître avec le WISE à Doha, au Dakar, à Doha, au Qatar, il y a déjà quelques années, cette fantasmatique selon laquelle, par le learning analytique, on réussirait à supprimer le collectif pour créer des enseignements strictement individuels qui s'adapteraient exactement à votre structure cérébrale, à vos questions, à votre passé et à tout ce que vous constituez dans votre personnalité. C'est une espèce pour moi, c'est une songerie. Et c'est une songerie dont je ne crois pas qu'elle soit réalisée, mais qui, de par le fait même qu'elle existe, nous dit quelque chose sur là où on veut nous mener. Où est-ce qu'on veut nous mener? On veut nous mener vers cette idée que, au fond, on n'a plus besoin d'école. On aura du learning analytique, des gens dont on va tester la structure cérébrale. On va repérer s'ils sont 10 ceci, s'ils sont 10 autre chose, s'ils sont rapides, s'ils sont lents, s'ils aiment le bleu, le blanc, le rouge, s'ils fonctionnent plutôt de telle manière ou de telle autre. On va faire interférer ça avec les programmes scolaires et on va leur fournir une espèce de programme individuel avec comme idée derrière tout ça, eh bien, au fond, plus besoin d'école, des machines strictement adaptées à chacun, devant lesquelles se trouveront tous nos élèves, reliés à un grand ordinateur situé sur les îles Caïmans pour être défiscalisés, évidemment. Alors, je ne dis pas que ça va arriver. Je dis qu'il y a cette fantasmatique-là et qu'on la voit émerger, par exemple, très fortement dans la façon dont les industriels de l'IA parlent aujourd'hui aux parents des élèves 10
en disant l'école, c'est pas traité, les élèves disent, mais nous, on va savoir faire. Nous, on va savoir vous donner exactement le programme qui convient à votre enfant et qu'à votre enfant et à lui seul. Et je voudrais nous mettre en garde collectivement contre cette illusion qui est le contraire même de l'éducation. L'éducation qu'incarne l'école, c'est pas celle qui répond, qui s'adapte entre guillemets à chaque individu. C'est celle qui est dans une dialectique où on s'adapte, mais en même temps l'individu doit s'adapter au collectif et doit travailler dans le collectif et doit construire de la vérité grâce et par le collectif. Cette individualisation systématique me paraît une fantasmatique qui nourrit aujourd'hui beaucoup d'investissements financiers, il faut le savoir, beaucoup d'investissements financiers, beaucoup déjà d'officines privées qui fournissent, soi-disant, des logiciels tout à fait pertinents pour s'adapter à chacune des difficultés de vos enfants. Mais il y a là une illusion énorme. Cette illusion, c'est que l'enfant 10, bien sûr qu'il a besoin d'un traitement spécifique, mais il a besoin aussi de construire du commun. Et le traitement spécifique sans construction du commun et sans une interaction avec les autres, sans construction d'un commun dans la difficulté, même dans la recherche, dans le tâtonnement, eh bien, ça n'est pas éducatif, c'est le pire du meilleur des mondes. Alors, encore une fois, hein, je ne veux pas me faire prophète d'avenir. Je ne crois pas qu'on arrivera à cette individualisation systématique. Mais je crois qu'il y a des songeurs, aujourd'hui, des songeries et des songeurs qui pensent qu'au fond, les professeurs, ça s'énerve, les ordinateurs, ça s'énerve pas. Les professeurs, ça tombe malade. Les ordinateurs, ça tombe pas malade. Les professeurs, il faut longtemps pour les former. Les ordinateurs, au fond, on les remet à niveau très vite en téléchargeant des compléments. Et que toute cette fantasmatique-là, il faut, alors j'allais dire la combattre, il faut en tout cas réagir en disant qu'elle laisse échapper ce qui fait le cœur même de la transaction éducative, c'est-à-dire l'échange entre des humains, l'interpellation entre des humains, entre le professeur et ses élèves, l'interpellation avec tout ce que ça a de rugosité, tout ce que ça a de difficultés, tous les problèmes que ça pose, mais qui sont éminemment formateurs pour tout le monde. Et donc, ne cédons pas aux sirènes d'un espèce de numérique tout puissant, mais ne le marginalisons pas non plus, parce que nos élèves vont bien évidemment l'utiliser. C'est pour ça que cette vigilance critique qu'on évoquait tout à l'heure est sans doute la forme la plus importante de ce que nous avons à travailler, ce que vous travaillerez collectivement dans les prochaines visios avec les collègues qui mettent en œuvre cela et qui forment nos élèves, et ça c'est très important, à ne pas se laisser happer par des représentations et aussi par des industries marchandes. Ça reste des industries marchandes, il faut le rappeler, ce ne sont pas des bienfaiteurs de l'humanité, les gens qui créent les robots conversationnels. Alors, merci, parce que justement, si on, à partir de ce cadre éthique là, que vous avez construit aussi devant nous et ces réflexions, et vous l'avez dit vous-même, hein, la question n'est pas de marginaliser, puisque les élèves vont l'utiliser, et puis même nous, en tant que enseignants ou non dans la vie quotidienne, voilà, il est plus ou moins dessiné que chacun d'entre nous aura une IA à disponibilité dans son téléphone, c'est déjà le cas d'ailleurs, mais voilà, que c'est quelque chose qui va aller s'accélérant et s'accentuant. Et justement, pour prévenir ce monde de demain, quelque peu dystopique, que vous avez dessiné, cette éventualité que, comme nous tous, vous ne désirez pas. Je n'y crois pas, je n'y crois Voilà. pas. Mais justement, alors en plus, par rapport à ça, c'est comment au présent, nous, les enseignants, selon vous, est-ce que vous aurez des exemples, comment nous pouvons nous intégrer l'IA dans nos enseignements? J'ai envie de dire sur deux volets, à la fois en tant qu'outil, même si on peut interroger hein, cette notion d'outil, mais en tout cas en tant que compagnon d'enseignement, et aussi en tant qu'objet de réflexion. C'est-à-dire que, un, comment pouvons-nous l'utiliser dans les cours d'enseignants comme moyen? Et aussi, comment pouvons-nous en faire un objet de réflexion collective?
Oui, alors comme outil, évidemment, l'IA peut être facilitatrice pour nous fournir un certain nombre de domaines. Alors des illustrations, c'est clair, on peut les trouver très vite, avoir une synthèse extrêmement rapide. Ça peut aider peut-être même à préparer des cours ou à trouver les bons exercices. Euh, je crois pas néanmoins qu'il faille en abuser. En revanche, je pense qu'il va falloir beaucoup réfléchir sur les exercices qui vont permettre très précisément dans la classe de découvrir à la fois ce que l'IA est et peut faire et ce que l'IA n'est pas et ne peut pas faire. Voilà. Pour moi, c'est ça l'enjeu des recherches que doivent mener les collègues, alors à la fois avec les chercheurs, mais aussi entre eux, par le travail collectif, par l'invention, par la réflexion, que les élèves comprennent la différence et qu'ils perçoivent que l'IA, ça peut être un outil, ça peut aider, mais que ça ne peut pas se substituer à l'humain, qu'il a une efficacité spécifique, mais que, par exemple, il connaît plus l'efficacité que la beauté, qu'il connaît plus l'énumération que la problématisation, qu'il laisse souvent échapper la question des valeurs et la question des choix axiologiques, qu'il travaille quand même essentiellement sur des accumulations et pas sur des distinctions, etc. Il faut aller vers cela et il faut, je crois, que les... Alors, je vais dire quelque chose peut-être un peu excessif, mais qu'on s'amuse avec l'IA en classe, qu'on s'amuse et que l'amusement majeur soit de le mettre en difficulté. Marie Souly, qui est à côté de moi, me raconté un exercice où elle avait demandé à ses élèves de réfléchir sur une question dont chacun est spécialiste et puis de confronter ensuite sa réponse à la réponse que donnait l'IA pour que les élèves s'aperçoivent qu'il y a des choses que l'IA ne sait pas, qu'il ne les dit pas de la même manière, qu'il va aplatir tout, que voilà, la différence entre un brouillon et puis quelque chose qui exprime une sensibilité. J'étais l'autre jour dans une classe où la collègue avait demandé à un robot conversationnel une définition du romantisme et puis avait ensuite fourni à ses élèves une multitude d'exemples, un tableau romantique, une symphonie romantique, une architecture romantique, un poème romantique, un texte en prose romantique, etc. Il avait fait circuler ses élèves dans tous ces exemples. Chacun s'était approprié qui une musique, qui un texte, qui un tableau, et chacun exprimait ce qu'il ressentait à travers ça. Et ils ont repris le produit de ChatGPT en y intégrant leur sensibilité. Ils ont écrit des textes extrêmement personnels et extrêmement pertinents. Alors, je ne dis pas que c'est un exercice qui est bon en soi, mais cherchons ce type de choses. Cherchons ce qui va permettre à l'élève de comprendre ce que la machine peut faire et ce que lui seul peut faire et décider. Il y a des choses que lui seul peut faire et décider et que la machine ne pourra pas décider à sa place, qu'aucune machine ne peut légitimement décider à sa place. Et c'est ce qu'il faut que nos élèves réussissent à comprendre au cours de leur scolarité, qu'il ne faut pas s'en remettre à la machine et à aucune machine, pas plus à ChatGPT qu'à aucune autre machine, qu'il ne faut pas s'en remettre à la machine, que le jugement, ose penser par toi-même, le jugement, ton jugement sur les faits qui t'entourent, sur ce que tu ressens, ton jugement, tu dois le construire et l'exercer. Tu ne dois pas t'en remettre ni à quiconque, ni a fortiori à une machine pour exercer ton propre jugement. Pour moi, c'est ça la ligne, c'est ça la perspective qu'il faut ouvrir. Et c'est à la fois inquiétant, vous le disiez au tout début, mais c'est aussi extrêmement stimulant, après tout. Vous le disiez vous-même, c'est peut-être une manière d'explorer les choses. Et à un moment où certains considèrent que le métier de professeur est un peu répétitif, eh bien, c'est une manière de le réinventer et de le réinventer dans ce qu'il a de plus beau et de meilleur. De ce qu'il a de plus beau et de meilleur, je trouve. Parce que aussi avec une valorisation de l'erreur, hein, c'est-à-dire l'erreur comme... Absolument. Et c'est-à-dire du que voilà. tâtonnement, de la construction, de l'élaboration sur la temporalité. Moi, je suis très, très sensible à la nécessité de revaloriser la temporalité. De la même manière que j'ai souvent demandé à mes élèves, quand ils faisaient une dissertation, de la reprendre, de la réajuster, je leur ai souvent proposé de faire une deuxième, puis une troisième mouture.
Parce que la maturation, c'est quelque chose de fondamental dans la construction de la pensée. La maturation. Et maturer pour laisser les choses venir, les laisser se stabiliser, ça forme le jugement, alors que la réponse immédiate, c'est la certitude, c'est au fond, on nous comble par ce qui nous bloque. C'est un peu alors, je vais prendre une comparaison peut-être un peu excessive, mais c'est le même principe que la théorie du complot. Une théorie du complot, quand vous savez ça, vous savez tout, vous n'avez plus besoin de chercher, vous avez des certitudes, et ces certitudes vous permettent de savoir qui est bon, qui est mauvais, qu'est-ce que je dois faire. Bien, sortons de ces slogans, de ces théories du complot, tout ça, et sortons des phases les plus élaborées du discours de la certitude pour réintroduire ce discours du questionnement, du jugement personnel. Et donc, mettons la question du jugement personnel au cœur de l'usage de ChatGPT et de tous les robots conversationnels. Qu'est-ce que ton jugement à toi, Mathieu, Ahmed, Maria, qu'est-ce que ton jugement peut faire que la machine ne pourra jamais faire? N'oublions jamais cette question-là, parce que pour moi, c'est la question fondamentale. Hum, Voilà. Et bien justement, moi j'ai une dernière question pour ma part et après je laisserai le chat. Je pense que Véronique et Marie auront pu récolter des questions. Finalement, j'aimerais bien, est-ce que vous auriez des exemples, j'ai envie de dire, des livres, des lectures à conseiller ou peut-être, je ne sais pas, une fiction à conseiller pour aborder, réfléchir à cette question de l'intelligence artificielle telle qu'elle advient dans notre métier. Parce que je vous dis ça parce que il est très surprenant parfois de se dire que finalement relire Montaigne ou relire des textes de Platon et d'Aristote sont parfois les meilleurs remèdes aux grandes questions qu'on se pose. Mais voilà, est-ce que vous auriez voilà, deux, trois lectures, déjà une ou deux, ça serait bien, ou une fiction, ou un exemple, qui permettrait à quelqu'un qui veut réfléchir à cette question ou qui veut avoir des connaissances sur cette émergence de l'IA. Voilà. Est-ce que vous pourrez nous partager cela? Écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui sortent sur l'IA. J'en ai acheté encore deux ce week-end que j'ai là. Je n'en ai pas vraiment trouvé qui me satisfassent complètement sur l'analyse que l'on fait de l'IA et les questions éthiques qu'elle pose. Moi, je reprendrai volontiers votre idée. Il faut mettre en échec l'IA. C'est les dialogues de Platon qui mettent le mieux en échec l'IA parce qu'ils vont triturer les questions jusqu'au moment où l'IA va plus pouvoir répondre. C'est l'aporie qui va être intéressante. Donc, relisons les dialogues de Platon et allons jusqu'à l'aporie, le moment où on ne sait rien. Je pense que c'est pas un professeur de philosophie comme vous que je dirais cela, mais l'idée que le faux savoir empêche d'accéder au savoir me paraît de plus en plus une idée d'aujourd'hui, d'actualité. C'était l'idée de Socrate, reprise par Platon dans ses dialogues. C'est peut-être l'idée forte. Moi, je trouve que les faux savoirs nous envahissent de tous les côtés. Les faux savoirs commerciaux, les faux savoirs religieux, les faux savoirs publicitaires, les faux savoirs techniciens. Sortons des faux savoirs pour poser les questions et arrivons à l'aporie. Alors, vous avez cité Montaigne, bien sûr, on peut citer Rabelais, on peut citer, mais peut-être il faudrait reciter aussi l'Émile de Rousseau, qui est un beau texte, même si c'est un texte bien discutable. Et je voudrais juste citer peut-être quelque chose qui est un peu décalé par rapport à votre question, mais qui pour moi est quand même important au regard du numérique. C'est le livre de Matthew Crawford, les deux livres de Matthew Crawford qui s'appellent L'éloge du carburateur et Contact. Matthew Crawford est un professeur de philosophie qui, comme vous le savez, est aussi à mi-temps réparateur de motocyclettes chez le garagiste de son quartier et qui a écrit un premier livre, L'éloge du carburateur, où il montre à quel point le travail de la main, sous toutes ses formes. Alors, la motocyclette que l'on répare, l'orgue dont on joue, la terre que l'on sculpte, le carton que l'on découpe, tout ce qui va mobiliser la personne dans ce qu'il appelle un dispositif attentionnel, tout cela, il montre bien à quel point c'est un contrepoint nécessaire aujourd'hui à la virtualisation du monde. Cette virtualisation du monde, elle est là, nous l'avons dit, c'est l'externalisation de la
mémoire, mais redonnons aussi à nos enfants le plaisir de la manipulation, y compris de la manipulation des textes, l'écriture manuscrite, où on fait des puzzles, on découpe, on remet ensemble. Retrouvons l'éloge du carburateur dans une société qui a oublié le mécanique pour fuir vers le tout numérique. Je crois que le numérique nous apporte des choses absolument extraordinaires, mais je dirais volontiers que ce n'est pas le moment de lâcher la main. C'est le moment, au contraire, de retrouver l'importance de la main, de l'art, de l'artisanat. Hein, les ouvrages de Sénèque, par exemple, c'est un peu décalé, mais l'éloge de la main. Moi, je suis très attentif à cela et je trouve que pour beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont totalement fascinés par ce qui apparaît sur leur écran, le fait de pouvoir bricoler, faire avec et rencontrer la résistance des choses. Moi, je suis très attaché à cette notion de résistance des choses. Dans le jeu électronique, il n'y a pas de résistance. Hein. Vous tuez les gens, ils se relèvent. Il n'y a pas d'irréversibilité du temps. Dans la vie, il y a une irréversibilité du temps. Le temps est irréversible. Si vous tuez quelqu'un, il ne peut pas se relever. Si vous lui faites mal, vous ne pouvez pas décréter que ça n'a jamais été. Découvrir que la réalité n'est pas virtuelle et qu'il y a un registre qui est le registre de l'humain en prise avec ses compagnons et avec les choses, qui est un registre où chaque geste compte et où les valeurs sont essentielles pour décider. Et pour faire écho d'ailleurs à ce que vous venez de dire avec le bricolage, effectivement, le rapport au corps, à l'artisanat, et même nous verrons dans les cycles de conférences à venir, hein, justement que les élèves comme les enseignants peuvent s'emparer de la programmation, de la réflexion, et que finalement le bricolage est peut-être le meilleur moyen de survivre, hein, comme Robinson ou tous les personnages dans les romans de Philippe Cadic. C'est le bricoleur qui à la fin s'en sort quand tout semble s'effondrer autour. Je ne sais pas, est-ce que Véronique ou Marie, vous avez Alors, des il y questions? a beaucoup de questions, ouais, il y a beaucoup de questions de l'assistance. Peut-être que Claire CB souhaite poser la question qui était dans les questions-réponses. Est-ce que vous, voilà, je vous autorise à parler normalement. Ah, on va activer le micro. Je ne sais pas si Claire a son micro activé. Alors, je vous avoue que… Alors, bien sûr, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais ce n'est qu'une première ébauche que nous avons faite ensemble aujourd'hui. Vous aurez d'autres moments d'approfondissement avec des experts. Oui, alors Claire, si je puis me permettre, je relais votre question. Ça y est, vous avez ouvert votre micro? Claire, allez-y. Alors, je relais votre question. Comment se servir de l'IA en classe afin qu'elle soit bien identifiée comme telle? Alors, la question est très vaste et elle ouvre d'une certaine manière à la totalité de vos prochaines sessions. Évidemment, ne pas l'ignorer, évidemment, jouer parfois un petit peu le naïf ou la naïve, et puis l'interroger, et puis être extrêmement rigoureux, faire un petit travail d'analyse de texte extrêmement minutieux, avoir une curiosité vigilante. Voilà, je dirais une curiosité vigilante à l'égard de l'IA, mais on vous donnera dans la suite de ces webinaires ou de ces visios une multitude d'exemples. J'en ai esquissé quelques-uns ici, mais on vous en donnera une multitude. Il y en a beaucoup, 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 y compris, et j'étais récemment dans une classe, y compris sur la formulation des questions. J'y insiste, je pense que beaucoup de choses dans l'IA vont se jouer en termes de lucidité sur la formulation des questions, qu'ils s'aperçoivent bien que la plupart des questions induisent un certain type de réponse et que la manière dont ils posent des questions dont chaque élève pose des questions n'est jamais neutre en elle-même et que lui-même pose certaines questions et pas d'autres, et donc il doit s'attendre à certains types de réponses et pas d'autres. Mais je crois que vous aurez de très nombreux exemples sur cela dans les prochaines séances. Il y a Rebecca également, j'ai activé votre micro. Rebecca, est-ce que vous souhaitez poser votre question en direct?
J'enchaîne parce que sinon on n'aura pas assez de temps pour répondre à tout ce que je lis là dans les questions-réponses. Elle demande comment développer la créativité et les capacités critiques de l'apprenant face à ChatGPT. Alors peut-être en jouant sur ses limites, comme vous l'avez dit. Oui, jouer sur ses limites et puis susciter les rencontres imprévues. Il faut savoir que un moteur conversationnel, un robot conversationnel, ne vous donnera que du prévisible. Sauf si vous l'interrogez pour lui demander de l'imprévisible. Mais sinon, il vous donne que du prévisible. Tout ce qu'il vous dit est prévu. Et même si vous l'interrogez pour lui demander de l'imprévisible, c'est de l'imprévisible prévisible qu'il vous donnera, puisqu'il ne peut puiser que dans sa base de données et calculer à partir de tout ce qui existe dans sa base de données. Donc la créativité, eh bien, les chercheurs dans ce domaine ont travaillé depuis longtemps. On parle de ce qu'on appelle le binôme imaginatif, on parle de la dissociation. Il y a un auteur italien que j'aime beaucoup qui a fait un très beau livre, ça s'appelle Grammaire de l'imagination, que je pense que beaucoup de collègues connaissent. Cet auteur s'appelle Gianni Rodari, c'est un auteur de littérature enfantine, mais c'est aussi un remarquable pédagogue, Gianni Rodari, Grammaire de l'imagination. Et dans ce livre dont je vous recommande vivement la lecture, Grammaire de l'imagination, il montre bien que susciter la créativité, c'est introduire dans l'imprévu. C'est introduire ce qui n'était pas, ce qui ne devait pas arriver à ce moment-là. C'est faire se rencontrer des choses qui habituellement ne se rencontrent pas. Voilà, je peux faire raconter une histoire à des petits-enfants de CP, je peux leur faire raconter l'histoire d'un ordinateur, je peux leur faire raconter l'histoire d'une grand-mère qui s'enrhume. Si je les amène à se demander si l'ordinateur va pas s'enrhumer, alors il se passe quelque chose, parce que je fais se rencontrer des domaines qui sont des domaines hétérogènes entre eux, et c'est ça qui suscite l'imagination, c'est ça qui va faire qu'on va sortir de la pensée dans les rails. Donc oui, susciter la créativité, susciter l'imagination, c'est susciter les rencontres, c'est multiplier les rencontres et pas forcément les rencontres les plus, pas toujours et le moins souvent possible les rencontres prévues. Et c'est faire réfléchir sur des rencontres. Voilà, je crois que c'est très important. Vous savez, Rodari rappelle que Newton et la pomme, c'est quand même la capacité à mettre en relation le fait que la Terre tourne et le fait que les objets tombent. Personne n'avait pensé à le mettre en relation. C'est parce qu'on met en relation des choses, qu'on crée, qu'on fait du nouveau, qu'on met en relation des éléments. Et c'est ça qui fait que, souvenez-vous de la fameuse formule de la rencontre sur une table d'opération qui définit le surréalisme d'une machine à coudre et d'un parapluie. Voilà, eh bien, c'est ça qui suscite la pensée originale, la pensée que nous appelons la pensée dissociative ou la pensée créatrice. Alors, énormément de questions extrêmement intéressantes. Oui. J'essaye de les synthétiser, mais je vous avoue, c'est vraiment pas facile. En gros, il y a beaucoup de questions sur ce que vous préconiseriez de la place de l'intelligence artificielle dans l'école. Est-ce qu'il y a une nécessité de dédier des cours à cette utilisation? Est-ce qu'il y a une utilisation peut-être plus vertueuse quand il s'agit, par exemple, étant donné la dimension conversationnelle acquise dans l'apprentissage des langues vivantes, et là nous sommes spécifiquement dans les besoins de nos réseaux, puisque nous prenons un plurilinguisme. Et est-ce que comment aussi ménager cette place tout en maintenant la motivation des élèves à l'investissement et au goût de l'effort. Voilà, j'ai essayé, excusez-moi si ce n'est pas tout à fait non, ça, non, mais là j'ai synthétisé 4 ou 5 questions. Oui, voilà aussi voilà. De très beaux enjeux. Alors, pour ma part, je suis très hésitant sur le fait de dédier des cours aux robots conversationnels. Ça peut se faire si, par exemple, dans un établissement, un collègue est passionné par ça, s'il a lui-même beaucoup travaillé et s'il veut démonter avec ses élèves ou avec des élèves volontaires comment ça se passe le robot conversationnel. Donc on peut dédier plutôt que des cours, des ateliers de démontage ou des ateliers de compréhension du système. Ça peut être très chouette. Mais pour le reste, dédier des cours à l'usage de l'AI ne me paraît pas pertinent. En revanche,
l'utiliser en fonction des idées que l'on a, des possibilités qui s'ouvrent, l'utiliser aussi pour montrer aux élèves qu'on n'est pas dupe sur les questions de la fraude dont vous parliez tout à l'heure et sur la façon dont ils peuvent l'utiliser pour frauder. Oui, bien sûr. Travailler aussi sur l'articulation individuel-collectif, écrit-oral. Hein. Il est évident que faire lire à l'oral un texte produit par l'intelligence artificielle, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant parce que l'élève va voir un petit peu son formalisme et puis alors lui faire dire après, toi tu dirais ça comment, et est-ce que vous êtes tous d'accord et est-ce qu'il y en a, faire de la mise au point de texte aussi. Moi, j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps. On demande, un élève pose une question, on fait produire un texte par l'IA, on le projette, et puis et vous, qu'est-ce que vous écririez là? Voilà. Là, cet adjectif, il est à sa place. Et on met au point. On met au point, c'est-à-dire que on va corriger l'IA. On va le corriger. On va non pas penser dans la logique que c'est l'IA qui nous corrige. On va lui demander de faire quelque chose et on va le corriger lui. Et ça, c'est extrêmement formateur pour les élèves. Moi, je l'utilisais quand j'étais instituteur, que mes élèves faisaient des textes et que l'un d'entre eux le proposait et que les autres proposaient de changer tel mot, de rajouter tel adjectif, d'inverser, d'introduire tel exemple. Bien, travaillons sur tout cela sans obsession et sans non plus marginalisation. Moi, je dirais sereinement, en fonction aussi de nos sensibilités personnelles. Moi je n'imposerai pas à un collègue qui ne se sent pas à l'aise là-dedans de s'y lancer comme ça. En revanche, il y a des collègues que ça amuse à tel et tel moment et sur telle ou telle chose d'essayer. Et puis parlons-en surtout entre nous. Je pense que sur ce thème, comme sur la plupart des thèmes de nos métiers, échangeons. Ne restons pas seuls dans notre petite case, échangeons sur nos pratiques, invitons-nous éventuellement dans nos classes pour voir comment nous faisons, échangeons, mutualisons, coopérons. C'est par cela aussi que nous serons plus forts que la machine. C'est parce que la machine synthétise et nous coopérons. Et ça, c'est une différence fondamentale. La machine fait des moyennes, nous coopérons, c'est-à-dire que nous dépassons la moyenne pour nous exaucer au-dessus et inventer des solutions originales. Et dans la maîtrise des langues, dernière question, juste pour la maîtrise des langues vivantes, parce que je trouve pour nos réseaux, c'est particulièrement intéressant. Oui. Je rajoute juste, comme ça peut-être Philippe pourra enchaîner, une question qui est très intéressante qui a été posée et qui pose le problème de l'inégalité scolaire face à l'IA. Est-ce que c'est un outil qui aide à lutter ou alors est-ce que vous pensez au contraire que ça risque de creuser encore plus ces inégalités, sachant que tous les élèves n'ont pas la possibilité de développer instantanément cet esprit critique face aux IA génératives? Mais moi, je pense que l'école a un devoir de lutte contre les inégalités, en tout cas de permettre l'accès à la pensée critique à toutes et tous. Et donc, évidemment, si on déserte ce terrain, seuls ceux qui auront la chance d'avoir dans leur vie familiale ou dans leur environnement des personnes susceptibles de les interroger vont pouvoir s'en sortir. Les autres seront pieds et poings liés. Et l'IA sera pour eux une espèce de robot tout-puissant. C'est ce que j'avais dénoncé il y a bien longtemps dans un petit ouvrage. Vous me demandiez, mais on a toujours des scrupules pour proposer un de ces ouvrages. J'avais fait un petit ouvrage qui s'appelle Frankenstein pédagogue, où je dénonçais déjà le mythe de la machine, de la machinisation. Voilà. Pour les langues, je suis très ennuyé parce que je ne suis pas un spécialiste de l'enseignement des langues. Je connais un petit peu, je connais surtout le FLE, français langue étrangère. Donc, je crois que ça peut être utile. Je crois que déjà certains collègues utilisaient des traducteurs pour fonctionner, vérifier.
je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est le croisement. C'est jamais s'en tenir à un média et un seul. Les collègues je me souviens d'avoir assisté à des collègues qui utilisaient des traducteurs, mais qui en même temps utilisaient un traducteur numérique, informatique, mais qui en même temps téléphonaient ou avaient une liaison vidéo avec quelqu'un en langue étrangère, qui validait ou pas la traduction, qui demandait si c'était ça. Croiser les regards, toujours croiser pour ne pas donner à la machine le privilège d'apparaître comme étant celle qui dit la vérité. Voilà. Mais sur les langues, je pense que vous aurez des personnes bien plus compétentes que moi pour préciser cela et dire d'une manière extrêmement précise ce qu'on peut faire. Je crois qu'il y a beaucoup de richesses, toujours avec la même vigilance. Une dernière toute petite question, mais qui pourrait synthétiser aussi tous les échanges de cette rencontre. Une question qui est posée par un participant. Quels aspects de l'enseignant seraient menacés dans le travail de l'enseignant? Qu'est-ce qui pourrait être amené à disparaître du fait de l'intelligence artificielle? Je pense notamment au tableau de bord, au traitement de données, à l'évaluation, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être d'autres choses, moi je ne sais pas. Là aussi, on peut imaginer à la fois le meilleur et le pire. Rien n'est joué, rien n'est joué. Ce qui serait grave, c'est que la fonction de transmission soit dévolue à ces outils-là. Parce que ce serait faire basculer la transmission vers la simple accumulation et lui enlever ce qui lui donne son aspect proprement formateur, c'est-à-dire quand le questionnement de celui qui parle engraine le questionnement de celui qui écoute et que la question va rebondir et que les intelligences vont se mettre en route par ce travail des esprits qui se heurtent. Voilà. Si on cherche à dire qu'on va pouvoir donner totalement à l'IA toute la fonction de transmission de savoir, on se trompe. Il n'y a pas de transmission en dehors de, je vais vous dire, en dehors de l'hésitation, en dehors de l'interrogation, en dehors du questionnement, en dehors de je vais presque dire quelque chose, en dehors de l'inquiétude. Moi, je finirais bien cette rencontre avec vous en faisant un éloge de l'inquiétude. La machine n'est jamais inquiète. L'humain, il a cette formidable chance d'être inquiet. Et quand il n'est pas inquiet, il devient souvent barbare, hélas. Et je pense que, barbare ou idiot, je pense que retravailler l'inquiétude, c'est l'inquiétude de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous par rapport à ses propres savoirs et à son propre métier, mais c'est aussi habiter notre parole par l'inquiétude. J'habite l'inquiétude d'être au plus près du plus juste, l'inquiétude d'être plus précis, l'inquiétude d'être plus rigoureux, l'inquiétude d'être autre chose qu'un perroquet qui récite, une machine qui débite et qui calcule. Et c'est mon inquiétude. Je vous dis des choses un peu personnelles, mais moi, quand j'enseigne encore, quand j'ai le sentiment que c'est le moment où je suis habité par l'inquiétude dans ma parole que quelque chose se passe dans la tête de l'autre. Et aucune machine ne sera jamais inquiète. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons le privilège fabuleux de l'inquiétude. Voilà, merci à vous. Merci infiniment pour cette très belle conclusion également. Nous étions sur une modalité webinaire qui a moins privilégié une interaction avec une ouverture de micro, mais vous étiez extrêmement nombreux à suivre cette rencontre et cela nous garantissait une bonne qualité de vidéo et de son. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Merci Marie, merci beaucoup Nicolas également d'avoir mené cette rencontre. Le fil rouge continue le 12 décembre. Nicolas, souhaites-tu présenter la prochaine rencontre? Déjà, je remercie vraiment Philippe Mérieux et Marie Soulier et Véronique Bouteille pour la confiance. Et vraiment, là, je suis enthousiaste parce que je trouve que cette inquiétude motrice qui va ouvrir la question, la maintenir, vraiment est salutaire. Et
Vraiment, les questions que j'ai vues dans le chat, ce n'est pas de la publicité mensongère. Je vous promets qu'elles trouveront réponse, en l'occurrence, dans les prochaines conférences. C'est des questions à la fois très ouvertes, très éclairées et très concrètes. Et je suis plutôt content de voir que les prochaines interventions répondront vraiment à ces questions-là. Donc, la prochaine rencontre, ce sera le 12 décembre à 18 h avec Claire Dose et Arnaud Léonard. Et là, ce sera des usages de l'IA pour la préparation de cours, pour l'évaluation, et avec la même prudence et la même inquiétude qui ont été valorisées et soulignées par Philippe Mérieux ce soir. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Très bonne soirée. Au revoir.